Cárdenas, il y a beaucoup à apprendre à Cárdenas. Cárdenas apparaissait comme étant progressiste, de gauche, on l'a accusé de bolchevisme, etc. Et au moment de choisir un successeur, puisque c'était le président qui était un successeur, il ne choisit pas un successeur de gauche. Parce que ce qui est important pour lui, il a compris, c'est toute la philosophie du régime. Le président est absolu pendant 6 ans, il peut faire tout ce qu'il veut, à une condition, qu'il ne mette pas en danger la pérennité du régime. Et ne pas mettre en danger la pérennité du régime, c'était de ne pas continuer la révolution cardéniste. C'était de demander à un centriste plutôt modéré, mais plutôt de droite, de lui succéder. Ça c'est une intelligence politique, c'est pas celle de Cárdenas, c'est celle du régime. C'est celle du régime, c'est celle... Alors, on dira, oui, ben, ce sont les instances du parti. C'est jamais les instances du parti. C'est le président qui choisit. C'est le président qui choisit, ça a toujours été comme ça. Alors maintenant, on a un président qui a été élu, et véritablement élu, parce que c'est le président qui est de notre parti, donc c'est fini. On verra la prochaine fois, mais c'est fini, puis il y a une vraie compétition, une vraie concurrence. Mais pendant toute la grande période du prix, qui va au moins jusqu'en 1988, on a ce système, et ce système fonctionne parfaitement, au point que certains exégètes américains avaient inventé l'idée qu'il y avait une alternance pendulaire, qu'il y avait un président de gauche qui était suivi par un président de droite, puis un autre président de... Non, c'est pas comme ça. Il y a parfois plusieurs présidents qui sont plutôt marqués par... Enfin, la gauche, c'était simple. C'est une politique étrangère qui peut être qualifiée de gauche, et c'était... le test, c'était la distribution de terres dans la réforme agraire. Plus on distribue de terres, plus on est de gauche, et moins on distribue, plus on est de droite. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça se présente. C'est un peu grossier ce que je dis là, mais en fait, dans les appréciations qu'on voit dans les histoires du Mexique, c'est ainsi qu'on juge des sexennats successifs des présidents du parti monopoliste ou du parti officiel. Et ça a permis, au moins entre 1945 et 1976, un développement extraordinaire et une modernisation extraordinaire du pays. Et puis, ce qu'il fallait voir, c'était qu'il y a eu une coïncidence parfaite entre le modèle économique, disons, de développement autocentré, de protectionnisme, d'industrialisation par substitution des importations, comme les économies, etc. Et puis, le modèle autoritaire, corporatiste, clientéliste du prix. Mais le modèle économique entre en crise, il arrive au bout de ses capacités sous Echeverría, dans les années 70. Parce que cette industrialisation légère doit importer énormément d'entrants pour arriver à se développer. Et donc le pays est endetté, le pays n'arrive pas à faire face à ses besoins. Alors, il y a un épisode miraculeux, c'est le pétrole. Le pétrole, le pétrole résout, va tout résoudre, et c'est surtout les déclarations de l'inestimable président José López Portillo disant le pétrole va résoudre tous les problèmes du Mexique. Il n'a pas résolu le problème du Mexique, il a précipité le Mexique dans une catastrophe. Il y a eu, évidemment, beaucoup trop d'endettement, beaucoup trop de dépenses, et quand les prix du pétrole ont décroché, eh bien, le Mexique s'est trouvé en faillite. Donc il y a eu en 82 la tentative de remonter au moins dans l'opinion en nationalisant les banques, etc., en introduisant le contrôle des champs. Enfin, bon. Et on a eu la difficile et courageuse présidence de la Madrid qui a
alors qu'il était plutôt libéral, pro-américain, continuait la politique de son prédécesseur en essayant de remettre les compteurs à zéro et de faire repartir le pays. Ceci pour vous dire que le modèle politico-économique qui avait fait la grandeur et la force et la modernité du pays entre en crise et qu'on a l'entrée en crise de ce modèle et l'épuisement aussi du système pris avec l'élection très contestée de Salinas, est-ce qu'il a été bien élu ou pas? On continuera à polémiquer là-dessus. Est-ce qu'on a arrêté les ordinateurs au moment où Cuauhtémoc Cárdenas était en tête? Enfin, tout ça. À Madrid dit que c'est vrai, à Madrid est décédé, donc on peut lui faire dire tout ce qu'on veut, et même le contraire, parce qu'il a écrit quelque chose là-dessus qui semble entériner une fraude. Bon, peu importe. En tout cas, Salinas a toujours traîné l'opprobre d'avoir été mal élu. Et c'est lui qui, sur la lancée de la Madrid, donc des collaborateurs, va réaliser ce que j'appelle le grand basculement, c'est-à-dire adorer tout ce qu'on brûlait et manger tout ce qu'on adorait. Parce que on va s'ouvrir, on va supprimer les rideaux, c'est-à-dire la propriété collective de la terre, c'est pas rien, on va déréguler, on va déréglementer, on va libéraliser, et on va négocier avec les États-Unis, l'ennemi, toujours, hein, pour l'hymne national de 1854, et l'ennemi, c'est le voisin du Nord. Bon. Et donc, c'est le grand basculement que Salinas va réussir à faire accepter avec un talent absolument extraordinaire à toute l'opinion publique mexicaine, alors qu'aux États-Unis, ça se passe beaucoup plus mal. Alors que les États-Unis n'ont rien à craindre. C'est le Mexique qui n'a beaucoup à craindre. C'est l'histoire du pot de fer et des coups de terre. Mais au Mexique, ça se passe bien. Et évidemment, le régime est toujours en place. S'il y a une ouverture économique, il n'y a pas d'ouverture politique. Ou cette ouverture politique graduelle, lente, qui a commencé en 1970, qui est en fait une modification, ou plutôt démodification des réformes successives de la loi électorale qui permet une représentation parlementaire un peu plus large que celle qui était la représentation parlementaire du Mexique au début du régime monopoliste. C'est-à-dire qu'on permet à un certain nombre de partis d'avoir des députés à la proportionnelle, et ça ira jusqu'en 2000, où l'alternance se fera non pas par une crise comme ailleurs, avec renversement de régime, mais le régime contrôle les horloges, et petit à petit, il ouvre, il entrouvre, et en 1997, le PRI perd les élections, et puis il perd les élections présidentielles. Bon. Alors, je voudrais ajouter un point, c'est que quiconque est allé au Mexique à cette époque-là aura vu la difficulté qu'il y avait pour le parti d'opposition arrivé au pouvoir à gouverner. Le PAN arrive au pouvoir à ce moment-là, avec Vicente Fox, et ensuite Felipe Calderón, et il n'empêche que tout ce qui est en place dans les syndicats, dans l'administration et dans la culture répond au prix. Je ne veux pas dire par là que les fonctionnaires ne sont pas loyaux envers le gouvernement. 70 ans d'un système aussi, je ne vais pas dire doctrinaire, mais qui a une doctrine, qui a une culture et qui s'identifie avec la nation, à tel point que le parti révolutionnaire institutionnel n'a pas d'autre drapeau que le drapeau national. Parce que c'est lui qui a fait la nation. Tel est du moins le récit. Donc la difficulté fait que ces deux sexennats n'ont pas été
couronné de succès, et surtout le deuxième, avec la politique de sécurité que vous connaissez et qui a eu des conséquences tout à fait dramatiques. Et évidemment, le PRI représentait le parti de la paix, de la tranquillité, la stabilité, l'abondance même. Et il était tout à fait normal qu'il gagne les élections avec un bon candidat, un candidat jeune, une nouvelle figure, comme cela a été le cas. Alors pour revenir à ce qui vous a peut-être semblé exagéré en matière de rupture historique qui est 1994. Je crois que si on regardait l'année 1994, bon, les négociations, le accord est signé en 1992, il est entériné en 1993, ratifié en 1993, mais en 1994, on voit que c'est vraiment une rupture. Et ce qui souligne la rupture, c'est le Chiapas. Vous avez un Mexique qui veut s'intégrer, Saline a tout un discours, disons, le NAFTA, ou l'ALENA, ou le TLC, enfin, bon, le traité de libre-échange, c'est l'entrée du Mexique dans le premier monde, et certains l'ont cru, y compris ici. Beaucoup d'articles, je cite certains, peut-être un peu cruellement, mais bon, tant pis, ce sont des amis, qui ont dit, le Mexique, c'est les dragons, c'est le premier monde, etc. Et puis, il y a le Chiapas, et puis il y a la crise tequila de 1994. Les choses ne sont pas simples pour le Mexique, et je dois dire que la présidence Cédille a bien remonté la pente, mais on a quand même des moments difficiles, alors même qu'il n'y a pas eu de levée de bouclier, comme on pouvait s'y attendre, vu la culture nationale, nationaliste, la constitution, la tradition du PRI, contre la signature et la mise en œuvre du traité de libre-échange avec les États-Unis. Et finalement, à part quelques voix de protestation à l'extrême gauche, et au sein du PAN. Le PAN a toujours eu une aile anti-américaine. Le PAN catholique, le PAN chrétien, considérant que les Américains, c'est des protestants. Mais bon, c'est quand même une minorité au sein du PAN, c'est le PAN traditionnel, et pas les néo-panistes qui sont plus des hommes d'affaires comme Vicente Fox. Et donc, ça s'est très bien passé, mais évidemment, les premières années ont été dures, peut-être pas uniquement à cause du TLC, mais à cause de tout ce qu'il avait accompagné, et notamment les changements en matière agricole et agraire, c'est-à-dire la fin des subventions pour les agriculteurs, la fin des prix garantis, la fin des rideaux, et on a vu ainsi augmenter l'exode rural, et surtout, on a vu une augmentation extraordinaire qui dure encore du secteur informel de l'économie. Le Mexique a encore un secteur informel très élevé par rapport à d'autres pays qui ont réussi à le faire baisser. Parmi les objectifs des partis politiques au pouvoir aujourd'hui, du parti au pouvoir et de ceux qui ont signé un accord, le Pacte pour Mexico, avec les deux autres, il y a la volonté de réduire le secteur informel et d'augmenter les emplois formels, les emplois qui ont une couverture sociale, etc. Beaucoup de questions, évidemment, surgissent à partir de ce que vous venez de dire. J'aurais envie de vous interroger, par exemple, sur l'évolution du syndicalisme mexicain, qui est en plus en train d'évoluer encore sous nos yeux. D'ailleurs, je signale au passage qu'Alain Touraine est dans la salle. J'y pense par association d'idées. L'évolution de la diplomatie mexicaine aussi. Vous avez été témoin de cette évolution en tant que diplomate vous-même, et puis parce que vous étiez dans ces moments aussi charnières, où en est-elle à la fois du fait de en ce qui
ce qui concerne son professionnalisme, mais aussi quant à sa doctrine d'action, alors même qu'il y avait une diplomatie mexicaine très spécifique sur le continent américain avant 1994. Que devient-elle et comment évolue-t-elle? On dit comment des secteurs entiers du Mexique ont évolué à la faveur de cette évolution générale. Je crois que c'est un point qui mérite approfondissement. Mais je vais mêler les pistes que je vous ouvre avec peut-être des premières questions qui viennent de la salle.